Eduardo Alpaca, il a envoyé 3 questions et on a, à vrai dire, non, écoute, moi j'ai 3 questions d'Eduardo. Alors, Eduardo Alpaca, depuis la cordillère des Andes, vous savez, dans le village de La Quiaca, là où il habite, nous a envoyé 3 questions. 3 questions et on a structuré carrément notre intervention d'aujourd'hui autour de 3 questions d'Eduardo. Alors, donc peut-être tu pourrais lire la première des 3. Ah, ben, déjà on vient de faire le coup à Jérôme. Si Eduardo ne nous suit pas en direct, il voit... La troisième, j'espère que tu t'en souviens parce que... Quand c'est sur YouTube, parce qu'à la Quiaca, ça n'arrive pas bien en direct. Donc la première question posée par Eduardo. Alors, après la chute du monde d'Elser, qui emporte aussi avec lui le projet kantien de paix perpétuelle, faut-il accepter finalement que les méchants ne sont pas punis, que le mal n'est pas un scandale et que la guerre est inéluctable? Alors la question d'Eduardo, c'est un rapport avec où on était fini la dernière séance du séminaire. Quand on parlait de l'hypothèse que le monde, c'était ce qu'on nommait l'autoproduction du monde, n'est-ce pas? On disait que, effectivement, depuis notre point de vue, les sociétés, les cultures, ce qu'on appelle le monde, les mondes, obéissent à des mécanismes d'autoproduction, n'est-ce pas? Dans lesquels il n'y a pas l'idée de l'architecte et après on fait, n'est-ce pas? Et des autoproductions avec des vecteurs multiples dont font partie, parmi d'autres vecteurs, les humains, l'écosystème, les animaux, la géographie, et dans un esprit un peu brodélien, hein, on citait Brodel la dernière fois, hein, qu'il va dire, et dans son bouquin La Méditerranée, qu'est-ce qu'il va faire lui, quelque part, en contestant un tout petit peu l'historiographie officielle, les hommes font des choses, les rois, etc. Il prend comme sujet de l'histoire la Méditerranée. Il va expliquer comment la géographie qui est liée effectivement au climat, à l'écosystème, etc., comment surdétermine à la fois l'ensemble des vecteurs et donc l'humain. Alors, jusqu'à surdéterminer qu'il y ait des cycles qui, absolument indépendamment de la volonté des gens, déterminent des guerres, déterminent des moments d'épée, déterminent des cycles, n'est-ce pas, des cycles d'autorégulation dans lesquels, effectivement, c'est lui qui dit « je décide » n'est pas autre chose que le dernier maillon d'une très très longue chaîne, n'est-ce pas, qui s'est autoproduit. C'est un peu l'exemple que j'utilise depuis des années, mais parce que c'est un exemple qui moi m'a beaucoup impressionné, qui est l'exemple de la construction des pyramides, n'est-ce pas? Il y a 8 cultures, sans aucun contact, ni dans l'époque, ni géographiquement, entre elles, qui à des moments de leur histoire, ils ont décidé de faire des pyramides. Pourquoi l'intérêt des pyramides? C'est parce que pour faire des pyramides, ça engage la civilisation qui va faire des pyramides, ça engage pendant un temps très très long, avec des efforts tout centrés sur la pyramide, n'est-ce pas? Et si on fait à rebours, en arrière, tout ce qu'il faut pour que la pyramide émerge, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un décide de faire des pyramides, c'est-à-dire que si on voit tous les vecteurs qui convergent, non? On se rend compte que pour qu'une civilisation fasse des pyramides, il y a toute une série de facteurs qui ne sont pas dénombrables, mais il y a bien une cinquantaine, une centaine peut-être si on creuse, qui convergent, n'est-ce pas, et qu'on voit, qu'on peut identifier dans cette culture qu'à un moment donné vont faire des pyramides. L'importance des pyramides, vous comprenez, c'est-à-dire que quand même c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire ça engage toute l'économie, toute la démographie, tout, n'est-ce pas, l'effort de faire des pyramides de la civilisation qu'il a fait. Or, le mec qui va dire « je décide de faire une pyramide », ben, ce n'est que les derniers maillons d'une chaîne de surdétermination des vecteurs qui est de dessous, vous voyez, des soubassement non visible
ont convergé jusqu'à ce que quelqu'un dise « je décide ». Alors, si lui ne décidait pas, c'était l'autre. C'est-à-dire dans cette surdétermination. Alors donc, effectivement, quelque part, l'idée de la autoproduction du monde, des cultures, des civilisations, part de ce constat de que, effectivement, les actes des hommes, des femmes et des civilisations correspondent à une série de surdéterminations dans lesquelles, il y a toujours des latitudes des choix, il y a toujours... Mais, et ça j'avais aussi cité, c'est-à-dire à plusieurs reprises, dans Guerre et paix, Tolstoï, il décrit, mais c'est magnifique, vraiment magnifique, comme il décrit comment Napoléon était celui qui était le moins libre de tous. N'est-ce pas? C'est-à-dire parce que Napoléon, au-dessus de la pyramide, justement, non, des commandements, non? Il dit, à la limite, les fantassins à la base ont quelques latitudes de faire comme ci, faire comme ça, fuir, attaquer. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus éloignés comme ça du pouvoir ont quelques latitudes, non pas énormes, mais quelques latitudes. Par exemple, si vous n'avez pas lu Guerre et paix, vraiment c'est fantastique parce que vous pourrez les lire. C'est fantastique de pouvoir les lire, de ne pas l'avoir lu pour pouvoir les lire. Voilà. Et alors donc, il va décrire comment tout à coup des mouvements imperceptibles par Napoléon, que lui, il est tout à fait surdéterminé, n'est-ce pas? Lui, il ne peut pas décider beaucoup de choses. Lui, il est comme celui qui décide faire des pyramides, n'est-ce pas? Lui, il est surdéterminé. En tant que dans les soubassements, il y a des mouvements non déterminés ou imprédictibles, hein, qui permettent un certain mouvement et que, par transmission, peuvent changer tout à coup les déterminations de la pyramide, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est, voilà, alors, Alpaca, lui, il va dire, mais alors finalement, dans cette surdétermination, n'est-ce pas? Et qu'on avait fini en parlant de la guerre. Hein? On a dit, bon, la guerre est quand même un événement émergent qui est aussi surdéterminé par un tas d'éléments, non, du soubassement, que quand Poutine ou qui que ce soit décide, eh bien, il fait partie du récit de la chose, n'est-ce pas? Mais effectivement, pour arriver à ces points-là, il a fallu tout un soubassement qui fait que l'autre n'est que la marionnette qui, à la fin, fait. C'est un tout petit peu aussi toutes les théories, par exemple, que Hitler était fou, n'est-ce pas? Hitler était fou, il n'était pas fou. Vous imaginez bien que tous les soubassements qui ont conduit à l'Allemagne nazie, à l'invasion, à l'Holocauste, etc., vous imaginez que ça ne dépend pas de la santé mentale du mec qui est en haut de la pyramide, que, comme l'explique très bien Tolstoï, n'est-ce pas, est celui qui est le plus surdéterminé. C'est lui qui est dans, c'est lui qui est le plus surdéterminé. Alors Eduardo, il dit, d'accord, mais quand tu parles comme ça de la guerre, voilà, c'est pour ça qu'Alpaca il cite Kant quand il dit la paix permanente. Non, il dit l'Occident avait cru arriver à la possibilité, c'est la promesse, non, la possibilité d'un monde d'une telle rationalité, de telle maturité qu'on allait même abolir la guerre, quoi. Hein, on serait dans la paix permanente. Alors il va dire, mais alors donc, quoi? Le mal ne va pas disparaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose là dans l'échec du projet de la modernité, n'est-ce pas? En finir avec l'injustice, en finir avec la maladie, en finir avec le mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire la rareté, etc. Il y a quelque chose qui n'aura pas lieu. Et voilà, la question d'Eduardo, c'est ça. Mais alors donc, il y a quelque chose de non métabolisable dans le mal. Non, il y a quelque chose de non métabolisable dans la négativité. Que jusqu'à Hegel, on peut dire, jusqu'à la pensée d'Hegel, à la pensée de Marx, ce qui est le mal, non, est absolument nécessaire dialectiquement pour la synthèse du bien. C'est-à-dire que c'est absolument nécessaire qu'il y ait la rareté pour qu'il y ait à vaincre la rareté et non, thèse, antithèse, synthèse.
Et Marx va aussi participer de cette pensée de la promesse et de la thèse, antithèse, synthèse. Et tout à coup, c'est vrai que nous sommes contemporains de la chute de cette promesse. Et c'est à quoi fait référence Eduardo quand il dit, donc, si le mal n'est pas réabsorbable, si le mal ne peut pas disparaître, alors c'est quoi le bien à la fois? C'est quoi le bien? Si le bien n'est pas le bien global, ce n'est pas le bien de la promesse. Et alors effectivement, il y a quelque chose là qui, effectivement, c'est au cœur de ce qu'on est en train de développer, parce qu'effectivement, comme on verra un tout petit peu plus tard, on a tout à fait intérêt à faire une différence entre autoproduction du monde, entre ce qui est une production et ce qui est une construction. La construction, nous, on ne va pas faire l'histoire des mots, nous on utilise comme ça les mots, on peut utiliser d'autres, mais nous on ferait une différence entre production en faisant référence au processus. Le processus, un sauvagement très épais, très profond, n'est-ce pas? Et la construction, on la mettrait plutôt du côté de la construction du récit qui accompagne ça. Le récit qui accompagne. Par exemple, dans la modernité, on peut dire que le mode de production, bon, on va revenir, dans la modernité, le mode de production, il est comme dans toute civilisation, dans toute culture, est un mode en autoproduction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que se développe la technique, il y a la libération d'une main-d'œuvre énorme qui conflue vers les villes, il y a l'émergence du mercantilisme et un tas de processus, n'est-ce pas, des connaissances, etc., un tas de processus que eux sont de l'ordre de l'autoproduction, accompagnés d'un récit qui dit l'homme fait l'histoire. L'homme fait l'histoire. Qui est quand même la problématique qui va apparaître très clairement dite dans ce qu'on appelait les guerres des religions, les guerres paysannes, comme Marx va l'appeler, avec Thomas Müntzer, Luther, Calvin, non? Alors Thomas Müntzer, qui est un de ces... on est dans le 16e, non? Et Thomas Müntzer, qui est un des rebelles contre le Vatican, voilà, qui vont faire la scission, c'est-à-dire avec dans la chrétienté, entre ce qui vont devenir les protestants et les catholiques, etc. Thomas Müntzer, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Luther, il dit plus ou moins pareil, mais bon, c'est un peu, politiquement, c'est très différent. Ils vont dire tous les deux, l'histoire a des lois. Ah ben non, l'histoire a des lois, c'est quand même sacrée hypothèse, l'histoire a des lois. C'est-à-dire que l'histoire ne se développe pas n'importe comment, l'histoire a des lois. Et Müntzer, il va dire des lois que l'homme peut connaître, modifier et changer. N'est-ce pas? C'est-à-dire que là, on voit l'émergence du récit de l'homme, c'est-à-dire c'est l'époque de l'homme qu'on appelle Foucault, c'est-à-dire l'homme cartésien, qui peut connaître les lois de l'histoire. Il y a des lois, donc l'histoire est un sujet en soi-même, et l'homme peut connaître l'histoire, les lois, et les modifier, intervenir. Alors, voilà, nous on ferait là une différence, parce que c'est vrai que vers 1600, dans le 6e siècle, 17e siècle, les développements des connaissances, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est-à-dire Galilée, Newton, je ne sais pas rien, vous voyez, c'est-à-dire dans la philosophie, vous imaginez, Descartes, Spinoza, Leibniz, c'est-à-dire qu'il y a un développement des connaissances énorme. Il y a des connaissances, n'est-ce pas? Mais une chose, c'est effectivement un développement des connaissances qui est un processus dans les processus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce que Galilée va connaître et développer des mathématiques, de la physique, fait partie des processus. Et autre chose, c'est le récit, la construction d'un récit. La construction d'un récit, ce serait plutôt du côté de Descartes, quand il va dire l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. L'homme fait l'histoire. Bon. Alors, l'homme fait l'histoire, ça fait partie du récit qui accompagne des processus concrets. Et alors, voilà la différence qu'on voulait faire. Alors, mais revenons un tout petit peu à Eduardo. Non? Ça, c'est la deuxième question d'Eduardo. Alors, la deuxième question qu'Eduardo a posée, c'est, il dit, d'accord, mais si
si vous dites qu'il y a eu cet échec du récit de la modernité, s'il y a eu cet échec de la promesse, n'est-ce pas? Si effectivement on se trouve en fin du compte à la fin d'un processus historique très très long qui promettait la justice, la santé, le bonheur, etc., tout ce qui promettait la modernité, n'est-ce pas? Toutes les promesses de la modernité. Eh bien, si on se trouve à la fin de cette époque qui n'est structurée par une promesse, alors il dit, mais alors, toutes les luttes, tous les combats qui se sont déroulés dans ce secteur du monde qui a produit le monde, qui est le monde colonial, colonialiste, c'est que Couche appelle le monde del ser, non? Il dit, mais alors, toutes les luttes, toutes les fois que les hommes sont protagonisés, quand même, des gestes d'émancipation, etc., c'était, alors lui il dit en espagnol, il dit c'était al pedo, ça veut dire c'était pour rien. Non. Voilà. Et alors, c'est là où s'ouvre effectivement une réflexion importante, parce que c'est comme si on se disait, mais finalement, nous ne pouvons que constater que les modes d'autoproduction qui se caractérisent comme la modernité, naît avec une puissance énorme, mais avec une puissance qui très très vite devient d'un grand niveau d'autonomie, qui embarque les hommes, mais qui embarque l'écosystème, les animaux, la mer, tout, n'est-ce pas? Dans un mode de développement qui trouve un point d'inflexion à partir duquel la destruction est beaucoup plus grande de ce qu'il peut produire, pour le dire avec ces mots-là, n'est-ce pas? Comme la crise de l'Anthropocène. La crise de l'Anthropocène, c'est quand effectivement on se rend compte que ces modes de rapport au monde, de rapport à soi, des raisons d'exister, produit beaucoup plus de destruction que ce qu'il peut construire. Non, ça, on a beaucoup fait de surplace là-dessus. Non, je pense que c'est assez compréhensible en tous les cas pour nous. Alors donc, effectivement, il va dire, mais alors, là-dedans, tous ces gens-là qui sont luttés, non, lui, il fait référence aux luttes d'émancipation, surtout, n'est-ce pas? Et alors, il dit, mais alors, cette lutte-là était al pedo, il va dire, c'était pour rien. Et alors, c'est là où il y a un concept qui est quand même, pour nous, très très central et très important d'un point de vue phénoménologique, en suivant notre point de vue, qui est un point de vue existentiel et phénoménologue. C'est ce qu'on pourrait nommer le point de l'état actuel de nos connaissances. Vous comprenez? Quand on dit l'état actuel de nos connaissances, quelqu'un dit par exemple, dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas savoir ci ou ça. Non? Ou on dit, dans l'état actuel de nos connaissances, nous pouvons faire ci, mais nous ne pourrons pas faire ça. L'état actuel de nos connaissances. Or, d'un point de vue phénoménologique, l'état actuel de nos connaissances est équivalent à dire l'état actuel des autoproduction de notre société. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pour le dire avec des mots jargonnantes, l'épistémologie et l'ontologie. Vous comprenez? Ou comme le livre qu'on a écrit avec Angélique, connaître et agir. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une consubstantialité. Vous voyez? C'est-à-dire que l'épistémologie et l'ontologie. C'est-à-dire que quand je dis l'état actuel de nos connaissances, je ne suis pas dans un sens du récit moderne. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit, le récit moderne? Le récit moderne dit les Lumières connaissent jusqu'ici, demain on connaîtra jusque-là, et un jour on aura une connaissance complète, qui d'un point de vue logique s'appelle complète et consistante. N'est-ce pas? Voilà. J'aurai une connaissance complète. Alors, l'état actuel de mes connaissances, d'un point de vue de la modernité, l'homme colonial, l'état actuel de mes connaissances, est l'état actuel par rapport à ma distance envers les points oméga de la promesse, les points finis de la promesse. L'état actuel, c'est ça. L'état actuel, c'est
où j'en suis par rapport à une connaissance totale. D'un point de vue phénoménologique et du point de vue du colonisé, des sociétés et des cultures del estar siendo, celles qui vivent, hein, voilà. Eh bien, l'état actuel de nos connaissances implique l'état actuel de autodéveloppement de notre culture, de notre savoir, de notre puissance d'agir en relation avec un environnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je dis d'un point de vue phénoménologique ou d'un point de vue du colonisé, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Ou de l'estar siendo, les cultures de l'estar siendo, non? Eh bien, quand je dis d'un point de vue de la culture de l'estar siendo, l'état actuel de nos connaissances, je ne suis pas en train, vous comprenez, de dire jusqu'où je suis arrivé dans une route qui était là et que je dois parcourir. Il dit où j'en suis par rapport à notre être, par rapport à notre être et par rapport au processus. Vous comprenez? Alors, pourquoi c'est important, si vous voulez, après on peut revenir sur l'état actuel, l'idée d'état actuel, mais pourquoi c'est important ça par rapport à la question d'Eduardo Alpaca? Parce qu'Eduardo Alpaca appartient au peuple Coja, qui est un des deux peuples du sud de l'Empire Inca, les Coja et les Aymara, qui sont des peuples d'une révolte, d'une révolution, d'une résistance très très forte. Et ils sont résistés déjà à l'Empire Inca, après ils sont résistés au génocide espagnol, ils sont résistés à Buenos Aires, ils résistent contre Monsanto, ils résistent, ce sont des peuples de lutte. Et alors donc, effectivement, la question c'est, mais alors les luttes, non, c'est pas étonnant que, voilà, que depuis la culture quechua ou aymara, il vient une question, mais nos luttes, non? Et même, voilà, tes luttes à moi, non? On me dit, mais tes luttes, non? C'est pourquoi, donc c'était tout pour rien. On a laissé des milliers et des milliers de camarades sur les carreaux. Quoi, alors c'était pour rien? Et alors, c'est là où toute évaluation, au nom d'une lucidité actuelle par rapport au passé, est une aberration. Vous voyez? Personne n'est lucide aujourd'hui par rapport au passé. Vous comprenez? L'idée de lucidité par rapport au passé est une histoire stupide, narcissique, et dans tous les cas, c'est un sophisme. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours à l'état actuel, quel que soit l'état, on est dans l'état actuel. Alors, ça veut dire que quand nous jugeons la Commune de Paris, quand nous jugeons la Révolution russe, quand nous essayons de comprendre Rosa Luxembourg, quand nous étudions les Che Guevara, San Martin, Bolivar, je ne sais rien, pas, Lumumba, n'est-ce pas, bon, voilà. Nyomo Kenyatta, voilà, j'essaie d'être décolonialement correct. Et alors donc, quand nous étudions ces révoltes-là, eh bien on dit, dans l'état actuel des modes d'autoproduction de ces mondes-là, eh bien, c'était la lutte qui correspond à ces mondes-là, vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une lucidité après coup. Alors, ce qui est sûr, c'est que si nous prenons plutôt les modes coloniaux de lutte, c'est-à-dire le marxisme, les progressismes, etc. Si on prend les modes coloniaux, n'est-ce pas? Le léninisme, le stalinisme, le maoïsme, si on prend les modes coloniaux de lutte, eh bien, la vérité, c'est que quand même, ce n'est pas monolithique. C'est-à-dire, il y a Staline, il y a Trotsky, il y a les anarchistes, il y a par exemple Gustav Landauer, un Autrichien, qui écrit un bouquin, juste avant que le fusille, à 18 ans, le fusillé, il a écrit un bouquin qui s'appelle Utopia. Et qu'est-ce qu'il fait Gustav Landauer, c'est un anarchiste, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, c'est un bouquin magnifique, et même ne serait-ce que par amour d'un homme si bon, il faut les chercher aux librairies du monde anarchiste. Et comment s'appelle la librairie bon, je sais pas, hein? Non, non, Quilombo, c'est là. Oui, à Quilombo, ils l'ont aussi, c'est vrai. Non, mais je disais la librairie de la Fédération anarchiste, que je ne sais pas comment ça s'appelle. Rue Amelot, oui. Publico, absolument, merci. Et alors, Landauer, qu'est-ce qu'il écrit là-dedans? Mais c'est touchant, hein, parce que c'est là où on voit que toute lucidité et qui juge une époque de façon linéaire, c'est injuste. Landauer, il explique que U, c'est la négation, et que topos, c'est les lieux.
Il dit, toute lutte est une lutte, que c'est un peu ce que tu racontais par rapport à l'Iran, hein, c'est-à-dire il y a un point A, mais il n'y a pas de point B. Hein. Toute lutte est une lutte qui ne va nulle part. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est nihiliste ou nécessaire. Non, au contraire, elle dit, la lutte, elle est fondamentale pour défendre la vie, pour défendre la justice, pour obtenir des choses. Mais elle ne va nulle part, parce que les points d'arrivée de la lutte, c'est toujours une utopie. Vous comprenez? C'est toujours, ce n'est pas ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que même quand on analyse les modes d'émancipation et de lutte du monde colonial, donc ceux qui sont marqués vraiment par la vision coloniale, j'ai cité 2 ou 3 fois les textes horribles de Marx sur les Indiens et sur Bolivar, n'est-ce pas? C'est-à-dire la vision quand même d'un Allemand plus progressiste que lui, tu meurs, il était marxiste, c'était Marx. Mais quand il regarde les Indiens, n'est-ce pas, il regarde Bolivar, mais les choses qu'il dit, alors c'est vraiment une vision coloniale. Mais même dans la vision coloniale, il y a une palette assez large, vous comprenez? Il y a un Staline, il y a un Trotsky, il y a un Landauer, il y a un Bakunin, vous comprenez? C'est-à-dire que l'effet de ne pas avoir une lucidité après coup n'empêche pas que quand on étudie l'histoire, il faut bien voir qu'il n'y a pas eu des lignes directives uniques. Il y a, dans l'état actuel, c'est ça que je suis en train de dire, hein, dans ce qu'on appelle l'état actuel, quel que soit l'état actuel, il y a une multiplicité conflictuelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas que, par exemple, on a découvert l'eau chaude, quand on découvre les contre-pouvoirs, l'horizontalité, les non-globes, la décolonisation. Ben voilà, un petit Autrichien tout jeune, ben, il parle de ça à cette époque-là. D'un point de vue philosophique, on peut dire effectivement, c'est-à-dire ce que va écrire Spinoza dans son éthique, en disant justement que, je ne sais pas si Eduardo a osé lire l'éthique ou pas pour le moment, tu nous le diras pour la prochaine fois, mais regarde ce qu'il dit Spinoza dans l'éthique. Il n'y a pas bien ou mal, il y a ce qui est mieux et ce qui est pire dans les situations et pour des situations concrètes. Alors on se dit, bah, où est le côté colonial là-dedans? Et oui, parce qu'effectivement, dans l'Occident colonial, il y a des voies et des courants contestatrices très très fortes. Sauf qu'effectivement, elles sont marginales. Et c'est vrai que ces voies marginales, dans une autre époque, la nôtre, elles deviennent très centrales, très importantes. Mais, vous comprenez, c'est l'idée de dire qu'il n'y a pas eu aucune lutte, aucune révolution, aucune révolte était pour rien ou à faire des dupes. C'est dans l'état actuel de nos connaissances, donc dans l'état actuel de autodéveloppement des lettres, et bien voilà, la ligne qui fixe des asymétries passait par là. Vous comprenez? Et c'est un tout petit peu ce qui arrive dans nos sociétés postmodernes. Vous voyez qu'on n'arrête pas de tripoter l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais les résistants, comme ils étaient, mais l'autre jour, je ne me souviens pas qui j'entendais salir, mais bon, de toute façon, on salit tout le monde, non? Je me souviens... Ah oui, c'était Fanon, plus du moins. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui expliquait que après tout, il fallait bien lire Fanon parce que Fanon, à certains moments, quand il était à la direction de l'FLN algérien, non, il était coopté, au fait, à un moment donné, à la direction. Hein. Alors qu'il avait fermé par rapport à certaines exactions de l'FLN. Alors, tu te dis, c'est une lucidité des blancs-becs des bibliothèques, vous comprenez? C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a une ligne d'asymétrie dans laquelle peut-être il y avait des gens qui se sont fait un choix comme ci, ou comme ça, mais en situation, étant donné que, comme dit Alpaca, si on doit renoncer à bien et au mal, eh bien, effectivement, en situation,
Eh ben, peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas cet épisode-là, mais peut-être que Fanon, à un moment donné, il commet voilà, cette erreur de préférer cette terre, et je l'ai dit erreur par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait certains qui ne la fermaient pas par rapport aux exactions de l'FLN. Je ne dis pas erreur par rapport à ce que je peux voir aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est pareil, c'est-à-dire le Che Guevara. Qu'est-ce qu'il fait le Che Guevara? C'est-à-dire, et là, je l'ai dit avec tout l'amour de mon cœur, mais qu'est-ce qu'il fait le Che Guevara? Il commet un crime d'État. Pourquoi? Parce que, effectivement, il fait la guérilla, il résiste, je ne sais pas quoi, et on prend La Havane, on est à La Havane, et il y a 300 tortionnaires horribles, mais horribles, des gens, vraiment des assassins. Et qu'est-ce qu'il fait de Che? Bah, il fait des jugements comment on dit, scélérats, comme on dit, non, comme ça. Expéditifs, voilà. Et il faut fusiller les tortionnaires. Et ben, c'est un crime d'État. Pourquoi? Parce que un jour avant d'entrer à La Havane, c'était un acte de résistance. Un jour après, en tant que ministre, tuer des gens avec des procès scélérats, c'est un crime d'État. Vous comprenez? Donc, c'est... Est-ce qu'il faut comprendre ce que tu dis comme une justification du moindre mal? Non, 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 justement, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y avait des gens à l'époque qui se rendaient compte de ces choses-là, et que donc c'est une palette très large, tu vois. Mais quand je dis, par exemple, ce qu'il fait le Che Guevara, c'est un crime d'État, je peux le dire simplement à l'aune de ce que nous-mêmes, tu vois, à l'époque de la guérilla, on jugeait un crime d'État. Tu comprends? C'est pas dans l'après-coup, tu vois, du blanc-bec des bibliothèques qui juge l'histoire. Si tu peux dire que c'est un crime d'État, c'est parce que dans la connaissance actuelle, dans l'état actuel de la connaissance, il y a la latitude comme pour nommer ça crime d'État. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est interne à la situation. Ce n'est jamais depuis un après-coup. Il y avait une réunion à laquelle Miguel participait, qui était une réunion d'anciens du MIR. Oui. Des anciens, soit les anciens, soit les enfants des résistants du MIR. Le MIR chilien, c'est la guérilla chilien. Et ce qui était extrêmement, même moi d'un point de vue très extérieur qui regardait cette réunion-là, ce qui était impressionnant, c'est de voir comment ces résistants, 40 ans, 45 ans après, se disaient « mais comment moi j'ai pu faire ça? Comment moi j'ai pu ?» Et cette incompréhension, évidemment, à comprendre uniquement depuis sa perspective. Parce que pour faire ça, il fallait tous les éléments de l'époque. Et ce qui était extrêmement impressionnant, c'était qu'une fois que la vague s'était retirée, qu'est-ce qui restait? C'est-à-dire quand des gens comme ça qui ont été embarqués par l'époque, qui étaient pris dans ce mouvement-là, quand la vague se retire, il y avait cette... je ne vais pas dire ce vide, mais ce sentiment-là oui, de ce sentiment-là. Mais effectivement, ce questionnement de comment moi j'ai pu, voilà, évidemment, moi ne peux pas répondre à ça. Parce que c'est un moi a posteriori. Ouais. Quand je dis effectivement, quand Fanon, apparemment Fanon assume ou accepte certaines exactions des FLN, je le dis simplement parce qu'à l'époque, il y avait d'autres fractions qui ne faisaient pas ça. C'est-à-dire que c'était visible à l'époque. N'est-ce pas? Juger dans l'après-coup, c'est tout à fait autre chose. Quand je te dis ça, par exemple, par rapport au Che, nous, dans la guérilla guévariste, c'était tout à fait une discussion qu'il y avait entre ceux qui disaient la fin justifie les moyens, et nous qui on disait la fin est dans les moyens, tu vois. Et si tu fais certaines choses, tu condamnes la fin, parce qu'il n'y a pas de fin ultérieure. Donc, une chose c'est de dire ça parce que dans l'état actuel, de leur connaissance, il y avait cette latitude. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger en termes de dire, bon, mais les bilans, d'un point de vue capitaliste, mais les bilans, ça valait la peine ou ça ne valait pas la peine? Et tu te dis, par rapport aux luttes, tu te dis, par rapport à ce que l'état actuel de l'époque, par rapport à l'état actuel, bon, tu pouvais, tu vois, moi je le pense par rapport à nous, non, par rapport à la résistance en Argentine. Ben oui, effectivement, il y avait des groupes péronistes de gauche, il y avait des groupes qui refusaient la lutte armée, qui faisaient d'autres choses, il y avait des groupes insurrectionnels, des groupes qui faisaient plus de la culture, nous les guévaristes qui on faisait ce qu'on faisait. Alors, effectivement, ça fait une palette très très large qui allait
dans des hypothèses et des pratiques très différentes et conflictuelles entre elles. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est juger dans l'après-coup si est-ce que valait la peine ou valait pas la peine. En fait, est-ce que ça veut dire que on retrouvera jamais le temps où on a agi? Il est passé. Oui. Il y a une contextualisation qui explique la raison pour laquelle on a agi au moment où on a agi. Mais si on regarde ça 30 ans plus tard, on ne peut que fausser son jugement. C'est-à-dire que, oui, oui, tout à fait. Je pense quand même qu'on est tout à fait étranger aux situations qu'on a protagonisées. On est tout à fait étranger et c'est quelque chose de très étonnant. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour, quand on parle d'une situation passée, la parler, même si on l'a protagonisée, la parler avec le respect de celui qui est extérieur, qui doit prendre en compte les éléments qui étaient les éléments de l'état actuel de nos connaissances. Non? Vous comprenez? Alors, effectivement, c'est quand même pas rien, parce qu'effectivement, ça, c'est une sacre gifle au narcissisme moderne, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait un sens de l'histoire, si l'histoire avait des lois qui avançaient, qu'on allait des points alpha au point oméga, etc., effectivement, plus on est avancé vers l'objectif, plus on est amène de juger si on a suivi la bonne voie ou pas. Mais quand on est dans une multiplicité ontologique, absolument une multiplicité dans laquelle chaque situation est fermée sur elle-même, même si interagissent les situations, mais chaque situation n'est compréhensible qu'en antériorité, bah, effectivement, on ne peut pas juger dans l'après-coup, parce que, et c'est un tout petit peu, vous savez, les bouquins de Foucault, moi, Pierre Rivière qui a tué père et mère, hein, c'est-à-dire quand il y a un film chilien très bon aussi, Le Chacal de Nahuel Toro, qui s'appelle, que c'est pareil, c'est un mec qui a commis un parricide, matricide, etc. Sauf qu'il passe un certain temps, c'est comme Pierre Rivière, hein, passe un certain temps, et le problème c'est que celui qu'on va tuer, c'est un autre. Non, celui qu'on va tuer, c'est un autre. Et c'est un peu, hein, ça c'est pour Rémi, qui nous regarde en différé, vous savez, Rémi c'est notre Camusien. C'est l'étranger, absolument. C'est l'étranger de Camus, dans lequel Morceau, il dit, pourvu qu'il m'écrit des cris de haine, la foule, parce qu'il n'a pas la moindre idée qu'est-ce qu'il fait en train d'aller à l'échafaud. Vous comprenez, lui, mais pourquoi moi je vais à l'échafaud? Si au moins on m'écrit des cris de haine, ça donnera un certain sens, non? Parce que lui est un autre, est tout à fait un autre. Lui, il ne peut absolument pas expliquer, parce que bon, les reflets du soleil sur les gouttes, etc. Vous voyez? Alors, cette extériorité de la situation, qui parle d'une façon, alors là vraiment tragique, dans le sens de la tragédie, hein, de l'extériorité à nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. Ce qui est d'ailleurs la seule façon d'être fidèle à son passé. Exactement. J'ai une question sur le moment actuel, parce que je pose la question pour mes compatriotes. Est-ce qu'on est tous dans la même situation? Est-ce que l'état de connaissance actuel est pareil pour tout le monde? Absolument pas. Et puis, est-ce que notre lutte, justement, n'est pas l'un contre l'autre, qui est l'apparent? Absolument. Ça, c'est un point qu'on va arriver, justement en s'appuyant sur des travaux des féministes décoloniales, qui évoquent ça. On va venir à ça, exactement. Juste un tout petit peu de patience après la pause publicitaire. Ne partez pas. Donc, non, parce que je voulais avancer un tout petit peu par rapport à cette question. Bon, l'état actuel, donc, l'état actuel, il est situationnel, dans tous les cas. Il est l'état actuel pour une situation donnée. Il n'y a pas un état actuel global. Ça, c'est effectivement une abstraction. C'est une abstraction. Il n'y a pas un état actuel global. L'actuel est situationnel. Bon, alors, à vrai dire, là, ce que je voulais, c'est un tout petit peu faire les dessins là, de soubassement et patatim patatam, pour expliquer un tout petit peu la question de la situation et après passer justement
à ce que les féministes décoloniales vont appeler les savoirs situés, pour l'opposer au savoir universel. Non? Alors, tu me diras, Christian, si on voit un tout petit peu, ou sinon on abandonne les velléités. Quoi? Ah, oui, oui, oui. 2 secondes. Ah, l'autre fois, j'avais oublié de faire pipi. Il m'a dit, mais tu voulais faire pipi? Heureusement qu'il est là. C'est des angles. Bon, alors, on rembobine et on va à la fin de la réponse par rapport à Eduardo Alpaca. Parce que vous ne pouvez savoir, si jamais on ne répond pas à toutes ces questions, c'est pas comme les autres, qu'on oublie les questions. Alors il vous bombarde des mails, parce que depuis qu'on a appris à se servir du mail, qui n'est pas chez lui, bien entendu, c'est dans un cyberespace, non? Alors il nous bombarde des mails. Alors effectivement, Eduardo il dit, ce moment de crise de la modernité, ce moment dans lequel la promesse s'effondre, hein, la promesse des universels, bon, etc., etc. Au moment où cet objectif-là s'effondre, nous avons dit, de façon répétée, en suivant Rodolfo Kusch, hein, on a dit, vous vous rappelez que l'Indio, non, mais l'Indio, c'est pas simplement les Indiens de chez nous, mais bon, vous savez, on a une tendance un peu à considérer que l'Amérique latine est tout, non? Mais en Afrique, c'est pareil, en Océanie, c'est pareil, voilà, certains endroits encore d'Asie, c'est pareil, on dit. Et l'Indio, donc, le colonisé, il a peur des dieux. Non, on avait dit. Alors, pourquoi il a peur des dieux? Parce que les dieux sont les forces de la nature qu'il ne peut pas contrôler. La promesse de la modernité, c'est quoi? C'est le contrôle. Hein, c'est le contrôle. Et comment la modernité va se promettre le contrôle? À travers ce qu'il va dire Kusch, l'homme de la cité, le colon, il a peur de l'homme. Vous vous rappelez, on avait évoqué ça. Ça veut dire quoi? Si j'ai peur de l'homme, ça veut dire qu'il y a des hommes méchants, mais que nous pouvons toujours dégommer ou changer, et donc que tout est à portée de la main de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que si ce qui me menace, ce n'est que l'homme, c'est parfait. Vous comprenez? Parce que ça, c'est contrôlable. Je peux prendre le palais d'hiver, je peux faire la révolution, je peux... Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme n'est peur que de l'homme, comme le récit du monde colonial, c'est l'humanisme. C'est-à-dire, finalement, gentiment, degré de force, on peut arriver. Parce que si tout ce qu'il y a à craindre, ce n'est que l'homme, l'homme peut résoudre la question. C'est clair, ça, n'est-ce pas? Et alors, donc, c'est vrai qu'Eduardo, il dit que Kusch, non, on va dire, à un moment donné, l'homme de la cité n'a peur que l'homme. Et l'homme et l'Indien a peur des dieux. Alors, peur de Dieu, c'est un tout petit peu... vous savez, Hérodote, il dit, les Grecs, ils ne croyaient pas à leurs dieux. Non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils vraiment, ils pensent qu'il y a Poséidon, qu'il y a... Ils donnent des images aux forces de la nature non contrôlables. N'est-ce pas? Et les caprices des dieux, ce n'est pas parce qu'ils croient que les dieux sont capricieux. N'est-ce pas? C'est une façon métaphorique d'être en relation avec les non contrôlables. C'est pour ça Hérodote il dit, mais non, attendez, pas si bête, quoi. Ils ne croyaient pas à leur Dieu. Ils nommaient le non contrôlable, les non contrôlables. Et les Indiens chez nous, ils respectent la Pachamama. Le 1er août, je vous invite, ça vous fera du bien à faire la fête de la Pachamama. Il faut faire des offrandes à la terre, n'est-ce pas? Et, parce que c'est bien d'avoir des rituels, bon, très bien. Mais ils ne pensent pas que la terre est un sujet équivalent aux dieux des chrétiens, ou des juifs, ou des musulmans. Vous comprenez? C'est une force qu'on la nomme Pachamama, la terre mère. Non? Ils ne pensent pas non plus que l'Inti, le soleil, soit... Vous comprenez? Il n'y a pas un anthropomorphisme. Il y a simplement une métaphore pour évoquer
les forces que Couch va nommer monstrueuses, du non contrôlable. Alors on va dire, l'indio, il vit affronté à la monstruosité. À la monstruosité, parce que voilà, il y a des cycles, il y a des surdéterminations, et même des cycles qui l'enveloppent eux, comme la guerre, comme la haine, n'est-ce pas? Il y a des cycles. Et donc, l'indio, il est affronté à la monstruosité. L'homme de la ville, il va nommer comme ça pour dire, c'est lui qui est colonisé, n'est-ce pas, dans sa tête, dans sa pratique. L'homme de la ville n'a peur donc que de l'homme. Et alors, donc, justement, le point, c'est quoi? Le point, c'est que si nous assistons à l'effondrement irréversible du monde des cerfs, pour la première fois depuis pas mal de siècles, l'homme blanc colon, l'Occident, se voit à nouveau affronté à la monstruosité. Vous comprenez? Mais une monstruosité absolument monstrueuse, parce qu'on n'a pas la moindre idée de quoi faire avec cette monstruosité. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme occidental, les humains occidentaux, parce que l'homme, ce n'est plus l'homme de Descartes, pourquoi l'humanité occidentale, pourquoi la société occidentale se voit affrontée à la monstruosité? Eh bien, parce que pour la première fois, depuis l'émergence des processus qui vont fonder l'Occident et la modernité, pour la première fois, on passe notre vie à constater tout ce que nous ne pourrons pas contrôler. On ne peut pas contrôler les désastres écologiques. On ne peut pas contrôler le développement démographique. On peut pas, mais surtout, on ne peut pas contrôler l'agir des humains. C'est-à-dire, vous voyez, cauchemar des cauchemars. Vous comprenez? Cauchemar des cauchemars, on se rend compte que parmi les choses qu'on ne peut pas contrôler, et pas la plus petite, c'est les pulsions qui poussent les humains à faire des choses qui ne sont pas contrôlables rationnellement. Vous comprenez? Que c'est un peu ce que racontent tous les petits canailles qui vont à Davos, hein? Tous les grands du monde, comme on dit. Ils disent, on va droit au mur. Et il se regarde, il dit, eh oui, on va droit au mur. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que constater, et c'est intéressant que Davos, vous voyez, les puissants du monde puissent constater là. Parce que l'illusion du petit de la base, ça serait de dire, Napoléon pourrait changer les cours des choses, hein, pour revenir à Tolstoï. Mais Napoléon constate qu'il ne peut pas changer le cours des choses. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme postmoderne, la civilisation postmoderne, pour le nommer comme ça, constate qu'elle est face à la monstruosité. Mais non pas face à la monstruosité comme les civilisations non modernes ou paramodernes, mais face à la monstruosité par rapport auquel on est tout à fait désarmé. Parce qu'on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est tissé, vous comprenez, on est tissé depuis des siècles, jusqu'à dernière dans nos cellules, on est tissé par la promesse du contrôle, qui incluait la promesse donc d'un bien. Hein? Et alors, nous on ne sait pas. Donc, effectivement, comme dit Eduardo, on est confronté aujourd'hui à cette monstruosité que, d'un point de vue psychiatrique, psychanalytique, ça se constate dans cette épidémie comme ça, des dépressions, des violences, des féminicides, n'est-ce pas? C'est-à-dire des débordements de tout type, parce que, et des fanatismes, intégrisme, des haines, non? Qui sont toutes des manifestations d'un désespoir très très profond et qui n'a nul besoin d'être conscient. Justement, c'est pour ça qu'il est d'autant plus fort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout le monde sait. Tout le monde sait. J'ai commenté à Nicolas l'effet, je pense que je vous ai parlé vous aussi, non? Je sais pas, moi j'ai deux filles petites, non? Je me suis reproduit à la vieillesse. Et alors, c'est dingue, une fille de 7 ans et une fille de 11 ans. Elle voit une photo d'un éléphant, d'un hippopotame, et elle dit en voie de disparition. Vous comprenez?
Et ils vont à la campagne en Argentine et ils savent qu'il faut faire très attention parce qu'il y a plein de pesticides Monsanto et qu'il ne faut pas respirer. Et que quand on va dans un village d'Indiens, tous ces enfants avec des malformations, avec des cancers, vous comprenez? Bon, moi, j'ai vécu dans un autre monde. J'ai vécu dans un monde dans lequel je voyais comme il était magnifique l'hippopotame, comme il était magnifique le lion. Aujourd'hui, un enfant voit l'horreur, vous comprenez? C'est-à-dire que cette horreur de l'échec, quand même de la promesse, et le devenir de destruction, est une monstruosité qui est d'autant plus monstrueuse que nous ne savons pas quoi faire et nous continuons à penser qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on continue à penser dans des termes modernes et qu'il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. C'est pour ça que c'est doublement monstrueux, parce que dans les sociétés de la régulation, de l'autorégulation, il y a des excès, il y a du bris, il y a tout ce que vous voulez. Mais, vous voyez, c'est-à-dire, les pouvoirs de destruction comme de construction restaient toujours limités à les états actuels, n'est-ce pas? Et alors, dans tous les cas, bon, ce qui est clair, c'est que la seule civilisation qui a été capable de construire ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire ce niveau de modification, de transformation du monde, est la civilisation occidentale. C'est pour ça que les monstres auxquels s'affrontent, sous la forme des dieux, des divinités, des menaces, peu importe, les autres civilisations, sont monstrueux, mais à un certain point dans lequel il y a comme une sorte de régulation possible. Vous comprenez, une régulation possible. Non pas qu'il n'y a pas eu de massacres, des horreurs, mais, vous voyez, nous, on a trouvé comment détruire les noyaux de l'atome, vous voyez. Nous, on a trouvé comment changer les génomes humains. Nous, on a... la pollution, vous comprenez, cette vecteur qui est dans le... Je peux aller faire le dessin? Alors, pour dire... Oups, je voulais... On voit ou on voit rien du tout? On voit. Et c'est pour la télévision, vous savez. C'est pour ça que maintenant on a des pubs et tout ça. Vous êtes comme dans les émissions de télé, le public qui doit faire la claque, vous voyez. C'est-à-dire, maintenant on le fait pour la télé maintenant. Alors, on va essayer d'étudier ce qui est les b.a.-ba d'un système multi-agent à travers, pour comprendre à quoi on nomme l'autoproduction. Alors, un système multi-agent, c'est quelque chose qu'on peut comprendre par quelque chose de très très basique, que bien entendu vous connaissez toutes, tous, et qui est l'élément de la physique mécanique, c'est la physique mécanique, qui est l'émergence d'une résultante de force. Vous savez qu'est-ce que c'est une résultante de force? Bon, voilà, il y a Paul qui sait qu'est-ce que c'est. Mais lui il est obligé parce que sinon il n'avait pas son diplôme. Et alors donc, une résultante de force c'est quoi? C'est-à-dire, mettons que, bon voilà, on va faire là. Là il y a un armoire. Là c'est la porte de l'armoire, et bon, mettons que c'est un armoire, hein, d'accord? Voilà, c'est un armoire. J'ai mon goût pour la perfection. Alors donc, il y a une armoire, et alors on doit déplacer cette armoire. Et alors, il y a un mec là, il pousse. Le con il pousse essentiellement. Il y a un autre ici, qui n'a pas très bien compris l'affaire, et il pousse par là. Donc ça sont des vecteurs. Voilà. Il y a un autre qui est ici un peu de côté, qui n'a pas non plus trop compris, il pousse vers là. Alors là, on a trois vecteurs. On a les vecteurs 1, les vecteurs DE et les vecteurs 3. Non? Alors la résultante de force, c'est quoi? C'est vers où va aller l'armoire, non? Étant donné que les trois ne poussent pas dans le même sens. Bon. Alors le diagramme de force, vous savez comment on le fait? C'est-à-dire, bon, c'est pas grave, vous ne savez pas, je vous le fais. Tac, 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 je mets ceci ici. Tac, 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 je mets celle-ci ici. Et je tire la résultante. Non?
Alors la résultante, c'est comme ça. C'est-à-dire, où va aller l'armoire C'est plutôt vers haut. Par là, on va aller l'armoire. Il y a un comme ça, mais... Voilà. Bon, s'en fout. Disons que la résultante, parce que ça m'arrange pour les dessins, il va aller par là. Ça m'arrange. Alors, ça c'est la résultante. Alors, la résultante émergente, ça c'est les b.a.-ba d'un système multi-agent. Un système multi-agent, c'est un système dans lequel des vecteurs autonomes entre eux interagissent dans un champ de force. Dans un champ de force. Pas forcément un armoire, mais bon, un champ de force. La résultante, elle n'a pas d'existence physique. Vous comprenez ça? Aucun des trois pousse par là. La résultante se manifeste comme une force dans chaque vecteur. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Hein? On n'a pas compris. Il n'a pas compris. Pour moi, Paul l'expliquera après. La résultante, ça veut dire quoi? Non, essayez de comprendre quand même. La résultante, lui, il va sentir la sommation de cette force, la somme de cette force et cette force. Il va la sentir où, lui? Ben, il va la sentir ici, parce que ça va résister, vous comprenez? Lui, où il va sentir la résultante? Il va la sentir là, et lui, il va sentir la résultante là. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun va sentir l'effet de l'action des autres dans son propre vecteur. C'est-à-dire que la résultante va s'exprimer comme un ensemble de contraintes et de possibles pour chaque acteur, pour chaque gars. Vous comprenez? Comme dans un embouteillage, en fait. C'est mieux ce qu'il a dit le monsieur. C'est mieux ce qu'il a dit le monsieur. Donc, ça veut dire que moi, quand je dis où se manifeste physiquement la résultante d'un système multi-agent, oui, ça va dire traduit. Où se manifeste physiquement, non, où il y a une réalité physique, la résultante. La résultante n'existe nulle part en dehors des les mecs qui poussent, vous comprenez? Donc la résultante, si vous comprenez ça, je vous assure, vous verrez après, vous allez lire certains textes de Spinoza ou de Leibniz, et vont être archi clairs, je vous assure. Vraiment. Pourquoi? Parce que, où ça va ça? Ça va pas. Non. Où ça va ça? Ça va vers quelque chose que ni plus ni moins, c'est l'explication la plus bête, la plus de basse, la plus bon marché, de que le tout n'existe que dans chaque partie. Vous comprenez? Alors, pour ceux et celles qui ont lu Leibniz, Spinoza, ou les mystiques, hein, les mystiques, quoi, bah, le tout n'existe que dans chaque partie. Il n'y a pas un tout qui existe en dehors des parties. Alors juste, je vous dis comme ça, hein, c'est-à-dire, des générations entières depuis 1600, je ne sais pas combien, se cassent la tête parce que Leibniz dit la monade n'a ni porte ni fenêtre, elle contient le monde d'après un certain point de vue. Non? Il contient le monde. Alors, ils ne sont pas des porte-fenêtres, ils contiennent le monde. Bon, vous voyez? C'est-à-dire, il contient le O pour Spinoza. Et chaque singularité contient les tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que, effectivement, et alors donc, il va dire, chaque monade, dit Leibniz, contient le monde. Mais il n'y a pas un monde qui contient toutes les monades. Vous comprenez? Alors, chaque monade contient le monde, dit Leibniz. Mais il n'y a pas un monde qui contienne toutes les monades. La quantité des gens qui sont cassés la tête avec ça, c'est incroyable. Parce qu'ils n'avaient pas étudié la physique à niveau mécanique, vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Et ça, c'est exactement, par exemple, quand on dit, nous, avec Bastien, quand on travaille en biologie, on dit, la vie, c'est ce qui existe tout dans chaque
parties dans chaque organisme. La vie, c'est ce qui existe tout. Et oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une vie qui enveloppe les vies. Vous comprenez? Alors, que les tout soient dans la partie, c'est fondamental, parce que si nous voulons tout à coup passer d'une philosophie de l'abstraction universelle, vous comprenez? L'abstraction universelle, c'est quoi? L'abstraction universelle, c'est-à-dire la résultante, c'est ce qui existe, et chaque vecteur existe en fonction de la résultante. Ouais? Ça, c'est le sens de l'histoire. Ça, c'est le sens de l'histoire, absolument. Absolument. Alors, vous comprenez que si nous sommes dans un monde dans lequel, qu'est-ce qui est tombé? Ce qui est tombé, c'est ça. Ce qui est tombé, c'est la résultante. Mais il y a deux façons de constater que la résultante tombe. Une, là je fais des sauts d'un truc à l'autre, une, c'est la façon relativiste, qui est dire chaque vecteur, la sienne, vous comprenez? C'est-à-dire telle culture africaine a sa culture, la culture blanche occidentale a sa culture, les latino-américains, et on ne peut rien se dire. Ah, vous comprenez? On oppose l'universalisme au relativisme, et alors on dit, soit je suis universaliste, et alors il y a un bien général, etc., mais on ne peut plus. On ne peut plus. C'est plus possible. C'est-à-dire que la chute du monde del ser dit, il n'y a plus. Quelle est la réaction? Donc chaque vecteur fait la sienne. Vous comprenez? Que c'est le relativisme. Alors, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Telle culture fait l'excision, l'ablation, l'autre, je ne sais rien, met les voiles, l'autre, on ne peut pas juger. Chacun, c'est impossible de juger, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est l'universel, qui sont deux voies d'aporie. Commencer à comprendre d'un point de vue logique, là on est d'un point de vue logique, après on va voir d'un point de vue phénoménologique comment ça se passe, n'est-ce pas? Mais comprendre d'un point de vue logique qu'il est possible, je dirais même il n'est possible que ça, de comprendre les rapports entre le tout et la partie, comme que le tout n'existe que dans, pour et par chaque partie. Vous comprenez? Le tout n'existe que pour et dans chaque partie. Et qu'il n'y a pas un tout qui englobe. Si vous comprenez ça, vous voyez, il faut juste suivre les pas de la physique mécanique, n'est-ce pas, que je ne sais pas, ça doit être 5e ou 4e, quoi. Et si on comprend les conséquences de ça, n'est-ce pas, eh bien, on aura compris d'une façon très imagée quelle est l'option entre le relativisme, n'est-ce pas, c'est-à-dire il est tombé les points unificateurs, donc il n'y a plus un monde qui contient des parties et qui donne sens aux parties, l'essence c'est l'histoire. Et donc il n'y a que des parties éparses, c'est la dispersion. Alors, quand je dis, d'un point de vue spinoziste, leibnizien ou mystique, hein, quand je dis le tout est enveloppé dans la partie, alors, comme ils disent les néoplatoniciens, non, ils disent, vas-y, le tout enveloppé. Alors ils disent, enveloppé, il est infini, enveloppant, il est incomplet. Vous comprenez? Le tout enveloppé est infini, parce qu'effectivement cette résultante va vers l'infini. Enveloppant, il est incomplet. Bon, alors effectivement, quand on tient ce schéma-là, alors si la résultante émergente, c'est ce qu'on pourrait dire l'état actuel, un état actuel, mettons qu'on dit l'état actuel des processus. Si ces processus-là, vous acceptez d'imaginer que, de façon un peu schématique comme ça, on essaie d'appliquer les systèmes. Pourquoi on applique un système multi-agent, un modèle de système multi-agent pour expliquer l'autoproduction du monde? Parce qu'effectivement, là, ce n'est pas les produits des personnes. Vous comprenez? Il y a une autoproduction due à ces soubassements d'où émerge. Hein. Dans la théorie de l'émergence, on dirait ça c'est le soubassement et il émerge une résultante. La résultante comme une forme, peu importe.
Alors, si moi j'ai dit, bon voilà, je vais dire, toute culture est étudiable comme un processus multi-agent dans lequel l'homme, l'être humain, je ne sais pas, non, est un vecteur. Hein? L'humain est un vecteur. Et pas seulement c'est un vecteur, sinon on ne va pas trop compliquer les choses maintenant, mais la vérité c'est que l'humain, dans les cultures non modernes, rarement se vit comme une unité. Et se va vivre plutôt comme une multiplicité qui fait partie du soubassement. Mais bon, ça, mettons entre parenthèses. Si moi je dis, ok, toute culture est étudiable comme un système multi-agent de autoproduction. S'autoproduit, qu'est-ce qu'il produit? Il produit une résultante, qui est une forme. Une forme. Alors je dis, si ça, j'analyse ça comme disant, bon, et qu'est-ce qui se passe avec la modernité? Quelle est la différence si toutes les cultures sont des autoproductions? Quelle est la grosse différence avec la seule culture qui a produit quelque chose de si étonnant comme l'anthropocène, etc. etc. Ben, la différence, c'est qu'un élément très très fort dans les soubassements de la modernité est la technique et la technologie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand j'analyse, j'analyse les Quechua, pour Edouard. Alors j'analyse la société Quechua. Alors j'ai dit la montagne, les condors, les lamas, l'oxygène rare, les Quechua, la flûte, voilà. Vous comprenez? Alors j'analyse ça, toute l'histoire aussi, parce que là rentre l'histoire aussi, etc. J'analyse ça et je vois un système avec un certain niveau d'autorégulation. Autorégulation, ça ne veut pas dire harmonie, hein, ça ne veut pas dire que ça va vers l'harmonie, ça peut absolument aller à la merde, non? Tout à coup, parce qu'il y a une invasion, parce qu'il y a une catastrophe majeure. Autorégulation ne veut pas dire harmonie, hein, attention. Autorégulation, ça veut dire que le système fonctionne comme ça, en interaction. Si je regarde toutes les autres cultures, d'une façon ou d'une autre, je vais trouver des systèmes dans lesquels il y a une autorégulation, dans lesquels les vecteurs humains et les vecteurs culturels, etc., occupent une place plus ou moins importante par rapport à l'ensemble. Vous voyez, sans vouloir vexer personne, par exemple, si moi j'analyse les Mapuches, les Tehuelches de la Patagonie chilienne et argentine, les vecteurs humains influençant la résultante ne sont pas comparables avec l'influence des vecteurs humains chez les Incas ou les Mayas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est que les vecteurs humains auront influencé la résultante et beaucoup plus chez les Incas, les Mayas, les Chinois, vous comprenez? C'est compréhensible ça? Moi je vois, tu n'as pas l'air de Fabri, tu n'as pas l'air convaincu. Si? C'est que je ne connais pas assez de... Non mais bon, tu peux imaginer, bon, les Mapuches, les Tehuelches, les Pampas sont des civilisations nomades qui ne construisent rien d'une pyramide, les Machu Picchu ou des trucs comme ça, non? C'est-à-dire, voilà. Et donc, si je regarde une civilisation nomade, pastorile, ou cueilleur, chasseur, etc., je dis, les facteurs humains n'ont pas une influence très très grande dans la résultante, vous comprenez? C'est-à-dire que la régulation, dans la régulation, peut-être les animaux, les climats, là, seront des vecteurs plus importants. Vous comprenez? Dans la civilisation occidentale, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va émerger, pour un tas de raisons, les vecteurs techniques et technologiques. Non? Qui n'est pas assimilable à l'homme. L'homme, il a une fonction très importante, mais ce n'est pas assimilable à l'homme. Il a une certaine autonomie. Et alors, la question, c'est que la puissance qui va développer la technologie va influencer énormément la résultante, à tel point de changer l'ensemble du système. Vous comprenez? En comprenant l'ensemble, est-ce qu'on peut se dire que le vecteur technologie, il est quand même lui aussi multiple et qu'il y a peut-être des forces Absolument. aussi Absolument. contraires? Il n'y a aucun vecteur qui ne soit pas une multiplicité et aucun vecteur est la résultante. Aucun vecteur est la résultante. Par contre,
dans toute civilisation, dans toute culture, les facteurs humains, les facteurs animaux, les facteurs écologiques, les facteurs climatiques, les facteurs de la technique qu'ils possèdent, aura une influence variable. On ne peut pas comparer l'importance du vecteur technologique technique, comme multiplicité, de la civilisation chinoise qui va construire la Grande Muraille, tu vois, ou les Égyptiens, tu vois, qui calculent à des décimètres près les diamètres de la Terre. Tu vois, on ne peut pas comparer, tu vois, l'influence de chaque vecteur d'après la civilisation. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans aucune de celles-ci, il y a eu un vecteur qui a eu tellement de force qui a dérégulé absolument tous les autres vecteurs en les conduisant à la destruction du système. Tu vois? Ça, c'est le monde colonial occidental. C'est le seul qui a produit, de façon émergente, de façon, tu vois, inopinée, de façon... Personne n'a décidé, on va faire la technologie, personne n'a décidé que Galilée allait comprendre ce qu'elle allait comprendre, Newton ce qu'il allait comprendre, n'est-ce pas, ou que la révolution industrielle. Ce sont des éléments. Simplement, ce qui va se passer dans le monde occidental, c'est qu'il va émerger un vecteur avec une telle puissance que pour revenir à des trucs dont on a parlé dans notre fois, il a une discontinuité radicale avec le monde tel comme il existait. Vous comprenez? C'est-à-dire que la modernité, vous vous rappelez quand j'expliquais là les exemples des couches, quand il dit que les chefs indiens qui refusent la pompe à eau, parce que c'est une technique trop puissante, qu'ils ne savent pas si cette technique ne va pas trop changer, s'ils pourront métaboliser ou pas la technique, vous voyez? Les Indiens se méfient du progrès. Pourquoi ils se méfient du progrès? Ils se méfient du progrès pour une raison très sage, tout compte fait. Ils ne savent pas si, en adoptant cette technologie-là, ils ne seront pas trop modifiés en point de se détruire. Ils savent qu'il faut être prudent avec les puissances qu'ils peuvent acquérir. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils s'alphabétisent prudemment. Par exemple, je vous racontais là, une peuplade Guarani qui a décidé dernièrement, non, de se mettre, comment dire, se connecter à Internet 2 heures par jour. Vous voyez? Ils savent pas, ils voient que c'est d'une puissance énorme. Alors, vous voyez, autant l'occidental, non, et le colonisé, plus il est potent, les cacophones, plus il est content. Et il se fait bouffer. L'Indien, il va dire, il est très puissant, donc attention, n'est-ce pas? Et c'est l'exemple que Couche donne avec les camions, vous vous rappelez? C'est-à-dire quand ils font un mois et demi d'exorcisme, ils décident de limiter les voyages, parce que, dites quoi, si nous on peut apporter au marché nos produits trop vite, grâce aux camions, on se mettra à produire plus, on va gagner plus, et les camions, il va décider de nos rythmes. Et alors, ils disent, oulala, vous comprenez? Alors, c'est ça, vous voyez la différence entre pour le dire en termes de couches, non? Entre les colons et les colonisés qui résistent dans ce cas-là, non? C'est que les colonisés vont dire, attention, et c'est comme quelque chose qu'avec Bastien on avait développé dans des bouquins qu'on a expliqué aussi plusieurs fois, la résistance à l'alphabétisation par exemple. Non, arrivent les mecs de Buenos Aires, ils disent aux Indiens, aux Gauchos, on va vous alphabétiser, comme ça on ne pourra plus vous avoir. Et la réponse est, si vous nous alphabétisez, là, ils vont nous avoir. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas impunément adopter l'outil du maître. Vous comprenez? On ne peut pas impunément adopter l'outil du maître. Parce qu'il y a une puissance dans l'outil qu'il faut être prudent. Plus il est puissant. Bon, l'Occident n'a pas été prudent du tout avec la puissance de l'outil. L'Occident était comme aujourd'hui, la plupart des gens, pas vous certainement, hein, mais la plupart des gens, ils sont ravis, ils disent, vous avez des amis sexistes, des amis qui,
pas vous une fois encore, mais des amis, tu sais qu'est-ce qu'il fait mon cacaphone? Il dit, qu'est-ce que j'ai à foutre, il fait ton cacaphone? Non, qu'est-ce que j'ai à foutre, il fait ton cacaphone? Moi, je me sers comme téléphone, vous comprenez? Mais petit à petit, ce que les cacaphones peuvent faire colonise votre journée, colonise votre façon de vivre, vous comprenez? Parce que fait interface. Et après, il fait digue, envers le monde. Bon, voilà. Alors, si nous avons compris un tout petit peu pour aborder les points, c'est bien? Ça va. Tout va bien? Ok, d'accord. Il y avait... il y avait la question de quand Alpaca, il a gagné la bourse pour aller à Tokyo. Bon, mais après... Et il ne nous paye pas, Alpaca, c'est juste par sympathie. Il ne nous menace pas non plus. Il ne nous menace pas non plus. Bon. Oui, c'est la phrase de Borges, c'est-à-dire la phrase de Borges qui parle quand même des processus de l'autonomie des processus. Alors Borges, il a une phrase que c'est très drôle parce qu'il a écrit cette phrase dans un de ses textes, je ne me souviens pas comment s'appelle le texte, je vous dirai. Et quelques temps après, il a dit, mais je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Chose qui confirmait la phrase. Parce que qu'est-ce qu'il dit, la phrase de Borges? Il dit, c'est la porte qui choisit, non pas l'homme. Vous comprenez? C'est la porte qui choisit, non pas l'homme. En espagnol, c'est la puerta es la que elige, no el hombre. La puerta es la que elige, c'est la porte qui choisit, non pas l'homme. Vous voyez? Il y a des portes, et il dit, c'est la porte qui choisit, c'est pas l'homme. Vous comprenez? Ce sont les processus autonomes qui choisissent, et l'homme crée son récit de dire je choisis ça. Bon, dans la psychanalyse, dans la psychiatrie, tous les jours, les patients vont vous dire j'ai décidé, et après dire, vous dites dans l'après-coup, et plus ou moins à long terme, tu as assumé ce que la porte a choisi. C'est ce que Victor Hugo, dans les 93, dit, l'histoire écrit, l'homme signe. Vous voyez? L'homme signe. Ouais, Jean Dupont. Mais c'est l'histoire qui a fait, c'est la porte qui a choisi. Vous voyez, alors, la porte choisit, non pas l'homme. Bon, voilà. Si, à ce point-là, effectivement, la question qui se pose, c'est la question centrale de cette année de séminaire, c'est penser et agir dans la complexité. Alors, c'est quoi un agir? Si c'est la porte qui choisit, si Napoléon est celui qui est le moins libre, si le pharaon qui a dit je décide de faire une pyramide, c'est une marionnette, n'est-ce pas? C'est quoi agir? Alors, c'est là où, effectivement, la pensée situationnelle, non, nous permet de comprendre que la décision qui peut prendre le lecteur humain, obéit à des tendances qui d'abord obéissent à une multiplicité qui n'ont presque rien à voir avec la conscience cartésienne qui constate l'existence et l'être par la pensée, n'est-ce pas? C'est Gilles Châtelet, un mathématicien très intelligent et très sensible. Il écrivait c'est dommage que Descartes n'a pas écrit « Je me gratte les fesses, donc j'existe ». Non, parce que bon, ça aurait été plus proche de la réalité, il dit. Non? Et alors, effectivement, si nous allons vers une pensée situationnelle, dans laquelle on demande à cette petite entité stupide, pédante qui est la conscience, non, de se calmer, non, d'arrêter de penser que c'est elle qui choisit. Eh bien, effectivement, c'est un point qu'on va revenir après, mais dans tous les cas, situationnellement, on se rend compte qu'on participe à des agirs. N'est-ce pas? On participe à des agirs. C'est les changements les chaînes en lien. Hein? L'homme se croit libre du seul fait qu'il ignore ses chaînes, dit Spinoza, et alors l'homme moderne dit « je casse toutes les chaînes ».
Non. La question, c'est comment je peux expérimenter ces chaînes comme des liens qui me constituent et qui me lient à tout. Et là, il y a participer à des devenirs de liberté, non pas être libre, participer à des devenirs. Bon. Et alors donc, cette base situationnelle, pour aller à la question sur les savoirs, ta question sur est-ce qu'il y a quand même donc un état actuel universel, non, des savoirs. Et alors, les féministes décoloniales, qui aujourd'hui se développent comme des féminismes décoloniaux, s'il y a un moment fondateur historique de ce qui est devenu le féminisme décolonial, et sans doute la conférence à laquelle a participé Domitila, qui est une indienne bolivienne, femme d'un mineur, non, qui en 1975 s'était invitée, je crois que c'est à Mexico City, mais je ne suis pas sûr, à un grand congrès féministe. Et alors, Domitila, qui après, grâce à une amie vénézuélienne, elle a dicté, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Si on me donne la parole, non? Et Domitila est invitée à ce congrès-là, non, de féminisme. Elle arrive vraiment de son coin, comme ça, perdu, où les villes des mineurs sont des villes très dures, hein, c'est très, très dur. Et alors, voilà, il arrive son tour de parler, et alors il commence à parler, il va dire, et c'est là où il y a, disons, une rupture historique, certainement, il y a dû y avoir des centaines d'autres, mais là c'est comme un point historique repérable. Il commence à parler d'Omitil, cet Indien, et il dit, mon peuple, et alors il dit d'Omitil, après, quand il raconte, il dit, il y en avait une qui s'est présentée, elle était docteur, l'autre était professeur, l'autre était sociologue, l'autre était... Et moi, je me sentais à chaque fois disparaître. Et alors, il arrive les moments, Domitila, elle n'était ni docteur ni professeur, mais elle est une femme de courage, elle est toujours vivante. Et alors Domitila s'assoit là, il dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il dit, bon, moi je suis l'épouse d'un mineur. Waouh! Elle s'est définie par son mari. Waouh, déjà, tu vois, dans la salle, bon, il y avait plein de gens prêts à l'éduquer, non, pour son plus grand bien. Et alors, il continue, alors il dit, moi je vais vous parler de comment ils vivent, les hommes mineurs dans la mine, les hommes mineurs dans la mine. Et nous, avec nos enfants, et comme on souffre depuis 5 siècles, l'oppression. Et à un moment donné, il y a une Américaine qui l'arrête. Il lui dit, excuse-moi, ma sœur, non, la sororité, non? Excuse-moi, ma sœur, mais ici, ce qu'on voudrait, c'est que tu nous parles en tant que femme. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on parle, est-ce qu'on a un commun, non? Alors, la Domitila, que jusque-là, elle était inhibée, là, elle devient une indienne furax. Et alors, il dit, excuse-moi, je te vois... Ça fait, je sais pas, mettons 3-4 jours qu'on est ensemble, et je te vois chaque jour, tu arrives avec un habit différent, très beau. Je t'ai vu arriver en voiture avec un chauffeur et repartir en voiture avec un chauffeur. Alors j'imagine que tu habites dans une maison très belle et très confortable. Alors je vais te dire, moi ça fait 3-4 jours que je suis avec le seul habit que j'ai. Je dors où je peux parce que, voilà. Ma maison est une petite cabane minuscule dans laquelle je suis avec mes enfants et on est tous intoxiqués par la mine. Alors je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a en commun vraiment. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a en commun. Non. Et alors, pour la blanche, la seule chose qui restait, c'était aller vers une sorte de biologisme de base. On a un utérus en commun. Mais le problème, c'est que Domitila va dire, moi, mon problème, ce n'est pas l'anticonception. Mon problème, c'est pouvoir avoir des enfants. Parce que vous savez, il y a tous les plans des départements d'État américains de stérilisation des Indiens. Non? Alors, mon problème, c'est de pouvoir avoir des enfants. Que mes enfants vivent. Et alors, il dit, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun, il dit à l'américain. Et du coup,
c'est à partir de là que les féministes décoloniales ils vont dire bah, il faut quand même aller vers les savoirs situés. Ce que Domitila sait, elle sait de sa situation. Et l'américaine, c'est qu'elle sait, elle sait de sa situation. Le problème entre l'américaine, c'est que les féministes décoloniales vont appeler les féminismes blancs. Je m'excuse, c'est pas moi. Alors ils disent les féminismes blancs. Ils disent, c'est que le féminisme blanc, c'est ce qu'elle sait. Mais quel est le problème avec les féminismes blancs, ils disent? Parce que les féministes blancs prétendent que ce qu'elles savent est commun à toutes les situations. N'est-ce pas? Et c'est là où elles sont coloniales. C'est là où elles sont coloniales. Nous, dans les collectifs, vous savez bien, on a eu des problèmes parce qu'on essayait de faire dialoguer des féministes latino-américaines avec nos copines italiennes de Milan et de Turin. Ils sont refusés. Ils ont dit non. Moi, je m'étais même beaucoup fâché. Et alors, nous ne pouvons pas parler comme si on avait quelque chose en commun. Alors, c'est là où apparaissent deux problèmes. Si nous n'avons rien en commun, c'est une révolte décoloniale contre l'universel abstrait. Mais si ne pas avoir en commun tombe dans le relativisme, alors du coup on se dit, bah alors chacun la sienne, vous comprenez? C'est la guerre de tous contre tous. Par contre, si nous pouvons penser chaque situation comme un contenant d'une certaine façon, sur un certain point de vue, comme dirait Leibniz, le monde. Alors c'est un tout petit peu chaque monade, chaque situation, chaque monade, pour dire comme Leibniz, n'est-ce pas, a une petite portion de clarté. Vous voyez, c'est-à-dire, il contient le monde, mais il ne voit pas le monde. Il voit une portion. Il y a un point de vue. Vous comprenez? Chaque monade a un point de vue. Mais il contient le monde. Donc ça veut dire que ce qu'il pourrait avoir en commun n'est pas quelque chose qui est préalable, n'est pas là. La seule chose qu'on peut avoir en commun, c'est en reconnaissant la situation différente, quelle action commune on peut mener. Vous comprenez? C'est-à-dire que le commun, d'un point de vue phénoménologique, de mon point de vue décolonial, n'est-ce pas? Le commun n'est jamais quelque chose de prédonné. Le commun, ce n'est quelque chose qu'une fois qu'on a abandonné la prétention coloniale universelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un savoir pour l'autre, on ne va pas éduquer l'autre, eh bien, le commun, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Le commun, c'est toujours production. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, avant de finir, c'est vrai que c'est très surprenant quand vraiment on se penche d'un point de vue occidental. C'est très, très étonnant quand même de constater ce qui fait la question des savoirs situés. Non? Juste pour rester un tout petit peu par rapport à la question des féminismes décolonial ou blanc, non? Vous savez, les bagarres qu'il y a eu les derniers 8 mars, mais ça se répète, non? Par rapport à des femmes voilées qui voulaient intégrer les cortèges, et qui se bagarrent, etc. Ça a commencé il y a très longtemps. Ça fait presque 30 ans qu'à Nairobi, je crois, ça avait un congrès féministe international, et sont arrivées des filles d'Iran voilées. Non? Et ça s'est très mal passé. Non? Et alors, effectivement, la question c'est, dans chaque situation, qu'est-ce que signifient les voiles? Non? Qu'est-ce que signifient les voiles? En Arabie Saoudite, au Qatar, qu'est-ce que signifiait les voiles pour la fille kurde assassinée, n'est-ce pas, en Iran? Non? Et qu'est-ce que peut signifier les voiles pour des filles dans une banlieue française, par exemple? Vous voyez? Alors, sur quoi on est en train de se questionner? On est en train de se questionner sur le fait de que si les savoirs sont toujours situés, non? Voilà, les savoirs sont toujours situés. Hein? Chaque monade contient le monde d'avoir un certain point de vue. Hein? Donc les savoirs sont situés. D'accord? Comme Domitila et l'américaine. Si les savoirs sont situés, notre question centrale, est-ce que dans tout savoir situé,
se manifestent quand même des invariantes qui divisent la chose, d'un point de vue spinoziste, en mieux et pire. Vous comprenez? Non pas ce qui va vers les biens ou ce qui va vers le mal, mais est-ce que dans chaque situation, quand même, il y a des invariantes qui divisent ce qui va vers le mieux et ce qui va vers le pire. Et je dis des invariantes, pas des universaux. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'invariante peut prendre des formes très différentes. Moi, j'ai connu, à l'époque, quand il y avait les noms global, comme l'altermondialisme à Paris et à Florence, les rencontres altermondialistes, j'ai connu, et j'ai fait beaucoup de choses, avec beaucoup de femmes. Je me souviens une en particulier très très brillante, Siam Andalousie, qui appartenait aux jeunes musulmans de France. Il s'avère que le port du voile, dans cette situation-là, correspondait, d'après leur lecture, pourquoi pas, hein, correspondait à une revendication anti-occidentale, anti-consumérisme, etc., non global, non? Et dans aucun cas à une soumission de la femme. Oui. Alors, au Koweït, en Arabie Saoudite, en Iran, eh bien, cette forme-là correspond peut-être à une forme de soumission de la femme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une même invariante peut prendre dans des situations différentes des formes opposées. Vous comprenez? Si moi je pense, d'un point de vue abstrait, je pense à la forme émergente, comme un universel, vous comprenez? Je dis la forme émergente, et je dis quelle est la bonne forme et quelle est la mauvaise forme, je recolonise. Vous comprenez? Je recolonise parce qu'il y a une bonne forme qui dans toute situation doit être la bonne forme. Par contre, si moi je peux travailler à partir de la recherche de quelle est l'invariante dans cette situation, pour le dire comme ça, qui va du côté de la vie, de la liberté, de l'émancipation, n'est-ce pas? Et que l'opposé, ça va du côté de l'oppression, de la destruction de la vie. Si je peux penser en termes d'invariante, mon problème sera de dire sous quelle forme je vais trouver l'invariante. Vous comprenez? Alors, juste un élément de plus pour aller vers un terrain un peu moins conflictuel, peut-être. Vous savez, en Occident, la forme qu'a pris l'invariante de l'émancipation, c'est l'individualisme, les droits individuels. Les droits individuels. Je décide pour moi. C'est pas très difficile de comprendre que cette forme qui a pris l'invariant en Occident est pour le moins une stupidité et pour le plus un colonialisme dans presque toutes les autres cultures. Rappelez-vous quand les Américains ils ont envahi l'Irak, ils ont dit on va établir la démocratie. Ils sont appelés à des élections. Vous imaginez des élections dans lesquelles un homme a une voix. Mais vous imaginez, vous, un sunnite qui étudie les programmes chiites pour voir pour qui il va voter. Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème, c'est que nous sommes beaucoup trop adaptés, beaucoup trop formés à l'idée de que la forme qui a pris dans l'Occident l'invariante de la liberté est la forme universelle. Or, effectivement, d'abord, si les savoirs sont situés, notre question est quelle est l'invariante et comment se manifeste dans chaque situation l'invariante. Il s'avère que pour Domitille, même dans une situation où elle pensait en tant que femme, eh bien, penser en tant que femme pour Domitille signifiait penser en tant que maman, en tant que femme des mineurs. Vous comprenez? C'était ça, penser en tant que femme. C'était ça la pensée féministe la plus radicale qu'on pouvait imaginer dans cette situation-là. Pour l'américaine, penser en tant que féministe, ça signifiait la parité, certaines décisions par rapport à elle décider s'il voulait avoir des enfants ou pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que les formes qui prennent cette invariante sont parfois opposées.
Eh bien, dans le cas de l'individu, la vérité c'est que l'Occident colonial a imposé à l'ensemble du monde l'idée de que la liberté est une liberté individuelle de choix, chose qui est une sorte de piège absolu, parce que cet individu se pense comme dissocié de tout lien, à tel point qu'aujourd'hui nous pouvons dire que, effectivement, pas seulement l'individu n'est pas la figure universelle de la liberté, mais que l'individu est devenu une des formes coloniales la pire, la plus difficile de se décoloniser dans la tête. C'est-à-dire que se décoloniser pour l'occidental passe par expérimenter tout ce que nous avons de non individuel dans notre personne. C'est ce qui fait que moi j'écris en tant que psy des trucs qui semblent incompréhensibles, c'est-à-dire la vie n'est pas quelque chose de personnel. Il faut pouvoir analyser sa vie comme les processus qui la composent. Mais ça, on va revenir par rapport à ça, n'est-ce pas, comme figure de la liberté, les processus qui la composent, les processus multiples et contradictoires qui la composent. Alors bon, effectivement, ça c'est toute une discussion qu'on pourra développer la prochaine fois si Alpaca est d'accord, qui est la question, vous savez, parce que par là, c'est la porte ouverte justement à toutes les canailleries. Parce que vous voyez, par exemple, quand les dirigeants chinois, ils disent, oui, nous, on met en tôle des gens qui ne sont pas d'accord. C'est notre culture, vous voyez. Ou quand quelqu'un dit, nous, on ne permet pas que les femmes s'expriment. C'est notre culture. Vous voyez, ça pose un problème qui très souvent est un sophisme à la fois. Pourquoi très souvent est un sophisme? Parce que, quand même, ce qui est évolution dans ces situations, d'une façon ou d'une autre, influence les situations. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vrai qu'on puisse dire que les situations, en étant effectivement sans porte ni fenêtre, ne sont pas d'une façon ou d'une autre en interaction. Ça, c'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas? Et parce que c'est une question que, vous savez, on a notre groupe là, de travail avec Raoul Sivec, tous les gens en Amérique du Sud. Et alors, effectivement, on se disait, effectivement, il faut faire attention, parce que si l'idée des droits de l'homme est une idée tout à fait occidentale et coloniale, c'est pas pour autant que nous, on va accepter que demain, on torture tranquillement dans les commissariats, vous comprenez? Alors ça pose un problème justement antidogmatique, vous comprenez? C'est-à-dire on ne peut pas de façon dogmatique dire les savoirs sont situés. Alors les droits de l'homme sont nés en Occident, on ne veut rien savoir. La science occidentale, on ne veut rien savoir. Alors tout processus qui naît dans un lieu scientifique, artistique, peu importe, comporte en lui une sorte de géoproduction. C'est-à-dire, il porte la trace des problématiques locales qui l'ont fait naître, vous comprenez? C'est-à-dire que Galilée ne pense pas n'importe où, il pense dans un moment historique et dans un lieu historique. Les droits de l'homme ne naissent pas n'importe où, naissent dans un lieu concret et situé. N'est-ce pas? Alors, tout porte la trace géographique de sa naissance. Mais il existe l'autre processus qui est un processus très important, que c'est ce que Fouche appelle le processus de phagocytation. Les processus de phagocytation, c'est l'idée de qu'effectivement, dans l'interaction des situations, pour le dire dans un raccourci, bien entendu qu'on peut adopter un camion, non, comme la tribu, non, en faisant très attention de que ce qu'on va adopter ne détruise pas notre unité organique. Vous comprenez? Et moi, je me souviens tout bêtement de ce qui s'est passé à un moment donné au Chiapas. Il y avait une jeune dirigeante au Chiapas qui, à un moment donné, elle dit à la communauté, elle dit, ben voilà, moi j'ai une bourse pour aller étudier la médecine à Mexico City. Et alors, ça fait un problème parce qu'on dit, ben ça c'est ton projet. Mais à la fois, tu appartiens
à cette communauté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas une solution qui soit une bonne forme. La question, c'est dans chaque situation, où passe la variante? Où passe la variante? Tout en sachant qu'effectivement, voilà, ça on le verra la prochaine fois, hein, aussi un peu avec Leibniz, qui est le rapport entre situations, entre des corps qui s'entrechoquent, comme dirait plutôt Spinoza, qui fait que les peuples que Sarkozy dit sans histoire, ils possèdent plutôt une histoire, mais une histoire qui est spiralaire, n'est-ce pas? Spiralaire, que pour aller vers un pas en avant, doivent forcément revenir en arrière. Dis-moi. Non, non, dis. Non, j'ai pensé à l'Iran, à cette histoire de... Dis-moi. Au contraire, dis-moi, oui. Oui, c'est ce que je vois totalement, cet élément cyclique. Parce que là, on est dans un moment que la lutte n'est plus comme avant. Peut-être elle est plus souterraine, invisible. Et en même temps, il y a aussi des élans beaucoup plus à l'extérieur du pays, j'ai l'impression, je pense. Plutôt de pouvoir, avec des forces d'opposition à l'extérieur, pouvoir éventuellement trouver des solutions de transition pour aller vers une nouvelle situation. Et qu'en même temps, pour moi, en pensant justement à ce cycle, parce qu'en ce moment, j'ai ma mère en France qui est venue de Téhéran, elle faisait partie des révolutionnaires de l'époque qui étaient de la gauche, que maintenant, voilà, il y a toutes les questions, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque, les ressemblances, non-ressemblances. Et on a souvent cette question, ces discussions-là, et que là où je vois que nous deux, on se rend compte, c'est que pour moi, par mon désespoir, je vois qu'il y a une espèce de cycle qui se répète. Ça veut dire que là, je vois, ok, même si ça peut être positif, à un moment donné, ça redevient, on recule à un moment donné. Et que pour elle, c'était que bon, ils ont fait partie de la révolution avec beaucoup de pertes, des amis exécutés et tout, et qu'ils ont reculé, et que tous les deux, malgré 40 ans de différence d'âge, on est là, sur deux points différents, on se dit, bon, il y a encore un cycle, peut-être pendant quelque temps, ça va mieux, mais on recule plus tard. Donc oui. Ça, c'est assez, d'un côté, parfois je trouve, je ne veux pas dire triste, mais décourageant, mais de l'autre côté, alors, je vais te dire. Voilà, c'est ce mouvement de un pas en avant, un pas vers l'arrière. Je comprends, mais je vais te dire, je pense qu'elle a sorti d'une pensée triste dans ce sens-là. Et quand tu abandonnes l'idée qu'il y a un objectif final, tu comprends qu'en situation, il y a des choses qu'il faut assumer. Tu vois? Parfois, ce sont des choses radicales, comme aujourd'hui, essayer d'éviter que la vie disparaisse sur la planète. Tu vois? Mais ce qu'on assume, on ne l'assume pas au nom de... On arrive à quelque chose, on n'arrive pas. L'effet de l'assumer est la chose. Et je te donne un exemple médical tout bêtement, tu vois. Quand j'ai commencé à travailler un peu de psychiatrie, tu vois, j'avais mes petits qui venaient. Et j'étais convaincu que tous devaient avoir une vie fantastique, je ne sais pas quoi. Et j'ai eu un coup, mais vraiment un coup comme ça, parce que moi j'ai travaillé 30 ans en pédopsychiatrie. Quand ils ont commencé à arriver, les enfants de mes ex-petits qui étaient dans la merdouille, tu vois. Et je voyais ça comme le cycle noir, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est comme ça, c'est défendre la vie, tu comprends? C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis occupé du papa, de la maman qui allait très mal, on essayait de les aider, parfois ça marche, parfois pas. Et maintenant, je m'occupe du petit qui a d'autres problèmes, tu comprends? C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je le vois plutôt comme spiralaire, pas comme un cycle fermé, tu vois? Mais une fois qu'on abandonne l'idée de la promesse, on abandonne la tristesse, tu comprends? Et on assume ce qui se présente. On assume ce qui se présente comme problème. Tu vois? Parce que sinon, effectivement, tu imagines la génération de ta maman, des moujahidines du peuple, tu vois, de la génération de la gauche anti-chat, etc., archi-occidentalisée, tu vois. Et bien, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tous qui sont morts, les massacres.
à ces moments-là, justement, dans la situation, la ligne d'asymétrie passait par les chat oui et les chat non. Tu vois, il y a un moment donné dans lequel, à ces moments-là, je ne vais pas juger si vous avez raison ou pas, parce que tu vois, je suis archi extérieur, mais à un moment donné, la ligne d'asymétrie apparemment passe par là. Tu comprends? Et on ne peut pas dire c'était pour rien, c'est un peu ce que dit Alpaca, tu vois, c'était pour rien, c'était pas pour rien. Je dirais, tu vois, que quelque part, il faut. Le seul jugement qu'on peut faire un tout petit peu a posteriori, c'est de dire bon, il valait mieux être résistant que tortionnaire. Tu comprends? C'est-à-dire. Je suis d'accord. Mais en même temps, maintenant, il y a beaucoup de discussions aussi parce qu'il y a aussi le fils de Shah d'Iran qui revient sur la scène. Donc... En fait, c'est marrant parce que quand tu parlais de l'histoire de hijab en Iran, on a deux fascistes en Iran. On a le fasciste qui, à certains moments historiques, a dévoilé les femmes, et il y a le fasciste actuel qui a mis voile dans le... Donc on a deux fascistes, et même à l'intérieur d'Iran, il y a des luttes pour les femmes qui portent voile contre la fasciste qui dit que... bien sûr, bien sûr. L'avenir d'Iran, il faut justement, dans tous ces vecteurs, il y a deux fascistes aussi qui si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'il ne faut absolument pas exclure il ne faut pas exclure, sincèrement. Je pense qu'il ne faut pas exclure une forme en tant que forme. Il faut toujours chercher à quelle invariante correspond cette forme. Tu vois, en 39-45, lutter pour la France, si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui dit « je lutte pour la France », c'est un facho, tu comprends? C'est-à-dire, tu vois, je pense que c'est la seule prudence situationnelle qui nous permet de comprendre, d'agir dans la complexité, passe par ne prendre aucune forme comme la bonne forme et chercher l'invariante qui est derrière la forme. Alors après, est-ce que tu peux trouver une invariante d'émancipation dans l'excision et l'ablation? Je ne pense pas, tu vois. Mais est-ce que tu peux trouver une invariante qui va vers la liberté dans la torture? Je ne pense pas, tu vois. C'est pour ça que la question de l'invariante doit incorporer aussi les devenirs. Tu vois, ce qui peut-être était accepté jusqu'à un certain moment, ce n'est plus acceptable, tu vois. C'est pour ça que je parle des spirales et non pas des cycles fermés. Mais, je te dis, pour moi, l'abandon de la tristesse, c'est s'émanciper de l'objectif final. Tu vois, qui dit dans d'autres mots plus délicats, c'est la solution finale, tu vois. C'est-à-dire, s'émanciper de la solution finale, tu vois, de l'objectif final, c'est ce qui permet de déployer la puissance pour et par la situation. Dire... Après, je pense que moi je me dis, toutes ces... en ce moment, ce que je vois, par exemple, les discussions que je peux avoir avec les amis ou avec ma mère, c'est qu'on est aussi maintenant, justement, on n'est pas là-bas. Là, je vois aussi cette dimension situationnelle. C'est que les gens là-bas, quand il y a une lutte, de l'autre côté, à côté, il y a aussi d'autres mécanismes, pas seulement de survie, de vie aussi. Ça veut dire que le soir, ça va rigoler, ça va picoler. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et que le lendemain, on repart. Moi, par exemple, j'imagine, je ne sais pas, quand il y avait des manifestations, moi, de l'extérieur, j'ai cette idée que tout le monde est dans la rue. Mais non, il y a des gens qui travaillent de telle heure à telle heure, après. Et en même temps, la vie continue. Bien sûr. Donc, voilà. Quand on dit situé, ça veut dire aussi avec des corps situés. Situé, ça ne veut pas dire... C'est aussi effectivement des corps et dans la lutte particulièrement, effectivement, ce savoir, cette connaissance corporelle, elle est évidemment... voilà. Donc c'est vrai qu'il faut situer, c'est pas seulement je suis là, non, c'est des corps engagés. Oui, voilà. exactement. Tu as raison. Et que moi, je vois très bien aussi voilà, qu'on plainde un peu. Moi, personnellement, je pense que si j'étais là-bas, j'allais aussi voir beaucoup plus d'une manière, beaucoup plus concrète, justement, ce devenir dans la vie de tous les jours, sur les murs de la ville, les slogans, les corps, la manière que les gens maintenant ils se tiennent, les gens qui sont avec une fierté, tout ça, je ne les vois pas. Bien sûr. Je ne les vois pas, je ne les touche pas. Donc, je suis aussi dans cet état
Et de l'autre côté, je me dis, bon, moi je plane, je ne sais pas ce que tu penses, d'autres gens qui sont là, aussi d'autres gens des oppositions qui sont là aussi, ils sont aussi dans cette situation de, voilà, un peu une espèce de flottement. Donc, je ne sais pas, au bout d'un moment, moi juste, je vois, là où ce que j'entends, c'est que je ne suis pas là. Là, sur ton poste, voilà, je pense que je ne suis pas là, donc... Je pense que c'est très sage et très prudent, moi aussi en tant qu'exilé, tu vois, de savoir où on est. Savoir où on est, tu vois, parce qu'effectivement, c'est-à-dire, je ne peux pas rentrer en Amérique latine en donnant des directives, tu comprends? Parce que moi, je suis un latino-américain qui vit à Paris, tu vois. Alors, donc, mon fait latino-américain est un élément de plus dans la situation Paris, tu comprends? C'est-à-dire que, tu vois, quand je vais en Argentine, ben voilà, je vais en Argentine, mais je vis, tu comprends? Alors, c'est très important, oui, la question des corps situés, parce que c'est les corps situés qui, au-delà de la conscience, permet de comprendre quelque chose de ces invariantes. Quoi. Bon, écoutez, la prochaine séance est avril, c'est le 12 avril.